Alors, on va s'installer parce qu'on va bientôt commencer. Donc, je vais dire 2 mots en attendant que tout le monde arrive sur le déroulement des sessions de ce matin et sur la journée dans son ensemble, la manière dont elle a été montée. Ah bah, Benoît arrive, donc tu vas venir prendre ma place. Ici, si tu veux bien. Donc, nous avons eu une matinée très studieuse et avec du débat, ce qui fait qu'on est un petit peu en retard. Ce qui n'est pas grave, parce que de toute façon, ce qui ne sera pas dit aujourd'hui, on pourra le dire plus tard, parce que c'est une session qu'on a ouverte entre tous les représentants des Français juifs et aussi toute la classe politique qui était disponible et qui souhaitait être là avec nous à l'initiative effectivement des écologistes, mais ce n'est pas du tout une initiative qu'on s'approprie, c'est une initiative qu'on ouvre. Benoît, je veux bien que tu prennes place. Et donc, je suis vraiment très honorée, en fait, pas du tout surprise, parce que quand j'ai vu l'amitié qui était faite par toutes les personnes qui ont été contactées de se libérer, même quand elles n'étaient pas libres, pour venir, donc j'ai vu qu'il y avait un besoin, c'est ça, une utilité. Et donc, c'est ce qu'on doit démontrer à la poursuite de cette journée. Donc, ce matin, on a eu, et pour ceux qui n'ont pas pu être là, vous aurez une restitution. Ce matin, on a eu un contenu extrêmement dense et argumenté, avec 3 interventions de 3 femmes et d'un homme, Albert Escovitch du RAR. Nous avons eu donc Nona Meyer, qui est venue avec un diaporama que nous pourrons vous transmettre. Nous avons eu donc Anne-Sophie Seban-Bécache de l'AJC, qui a fait également un état des lieux de la question de l'antisémitisme de là où elle parle, d'une question globale et mondiale, mais avec une vraie délégation française. Nous avons eu Juliette Duplanil-Veil, qui nous a également donné tous les éléments objectifs de l'état des lieux de la question de l'antisémitisme en France. Et nous avons poursuivi donc, par des débats dans la salle qui ont été vraiment très intéressant, et à titre personnel, je m'en suis beaucoup alimentée, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont témoigné de leur intérêt. Donc ensuite, une table qui a été spécifique sur l'école, l'université, être français juif à l'école républicaine. Et donc, nous n'avons pas réussi à épuiser, puisque nous n'avions qu'1 heure pour déjeuner. Donc, je remercie beaucoup Benoît Drouot, qui va se présenter, qui est un enseignant, et qui va vous expliquer exactement ce qu'il avait envie de nous dire. Et je pense que c'est très bien pour introduire cette table sur la gauche et l'écologie, donc avec la question de l'antisémitisme qui va suivre après ton intervention. Merci Benoît de ta patience. Je remercie les organisateurs de cette journée. Je suis ravi d'intervenir dans ce contexte. Bon, pour me présenter, je ne vais pas aller au-delà de ce qui est inscrit. Ça va me permettre de gagner un petit peu de temps. Bon, je vais essayer de ramasser mon propos pour qu'on puisse finir dans les temps. Moi, j'interviens sur la question de l'enseignement. J'y interviens à 2 titres. D'abord parce que je suis moi-même enseignant, donc je suis un praticien de ce sujet, et puis parce que je réfléchis dans le cadre de l'association à l'armée évoquée ce matin par Marianne Matar-Bonucci. Alors, en introduction, je voudrais souligner un paradoxe qui a déjà été en partie ce matin souligné, à savoir la permanence ou recrudescence de l'antisémitisme aujourd'hui en France, des paroles et des actes, et le fait que pourtant ce sujet, l'école s'en saisit depuis maintenant 40 ans. Alors je reviendrai sur ce qu'a dit Elisabeth ce matin, je ne sais pas si elle est encore là, quand elle est intervenue pour dire que l'école ne faisait rien sur la lutte contre l'antisémitisme. Ce n'est pas tout à fait exact. En revanche, ce dont je vais discuter, c'est la manière de faire.
Donc toujours est-il que ça fait 40 ans que l'école s'est saisie de cette question, et on voit que les choses ne portent pas suffisamment aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, si vous pouvez passer le slide suivant, je vais proposer, essayer de formuler quelques pistes de renouvellement dans l'enseignement pour lutter contre l'antisémitisme, en commençant par faire un état des lieux. Je vais pouvoir aller assez vite sur cet état des lieux, l'histoire au prisme du devoir de mémoire, puisque un certain nombre de choses ont déjà été évoquées au cours de la matinée. Aujourd'hui, l'antisémitisme est abordé, si vous pouvez passer le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. L'antisémitisme est abordé aujourd'hui dans les programmes de lycée. Je vais me concentrer sur le lycée et le lycée général, faute de temps. Mais les conclusions qu'on peut tirer des programmes du lycée général, on pourrait les étendre aux autres filières du lycée. Donc, actuellement, dans les programmes, l'antisémitisme est abordé en première et en terminale. Alors, en première, il l'est, vous voyez, j'ai surligné en jaune, par un point sur l'affaire Dreyfus. Alors je dis bien un point sur l'affaire Dreyfus, parce que j'ai volontairement laissé les temps impartis aux questions. Vous voyez que l'affaire Dreyfus, elle est dans un chapitre 1 qui lui-même est dans un thème 3 qui a 3 chapitres à traiter en 11 heures. Donc en réalité, soyons sérieux, on n'étudie pas l'affaire Dreyfus, on évoque l'affaire Dreyfus si on veut respecter évidemment les programmes. Ensuite, slide suivante s'il vous plaît, on aborde également la question de l'antisémitisme ensuite en terminale, dans le thème 1, chapitre 2, où il est question du régime nazi allemand. Vous le voyez, il y a un point, un focus qui peut être fait sur la nuit de cristal. Slide suivante, s'il vous plaît. Et puis ensuite, on évoque toujours en terminale la Shoah. Alors, vous voyez, dans un très vaste chapitre qui porte sur la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas un chapitre, enfin il n'y a plus en tout cas, ça existait mais ça n'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus un chapitre spécifique pour aborder la Shoah. Cette question est noyée dans un chapitre plus large. Et un chapitre qui comprend également la France, occupation, collaboration, régime de Vichy. Si on respecte les programmes, j'attire votre attention sur le fait que tout ce que vous voyez là, il faut le faire en 3-4 heures de cours. 3-4 heures de cours. Et 1 heure de cours, il ne faut pas se leurrer, c'est 50 minutes de cours en fait. Et il faut être dans la réalité d'une salle de classe, il faut faire l'appel, et ensuite il faut expliquer des mots, parfois, des mots de vocabulaire, il faut faire un petit peu de méthodologie, expliquer comment on fait une dissertation, etc. etc. Donc en réalité, ces questions-là, on ne peut pas vraiment les étudier. Si on respecte les programmes, on ne peut effectivement là que les évoquer. Alors je rejoins ce qu'a dit Elisabeth ce matin, je suis assez d'accord avec elle. Il est vrai qu'avec ce que vous venez de voir là, l'affaire Dreyfus, la Shoah, Vichy, on ne traite pas vraiment de l'antisémitisme, c'est juste, on traite plutôt des conséquences, des effets de l'antisémitisme, pas de l'antisémitisme lui-même, pas du phénomène, on ne traite pas de ses ressorts, on ne traite pas de ses causes, on ne traite pas de ses racines, on traite de ses conséquences, et uniquement les conséquences au XXe siècle, c'est-à-dire très largement les conséquences paroxystiques de l'antisémitisme, c'est-à-dire notamment la Shoah. Ce qui veut dire qu'en réalité, on ne traite qu'une partie de la judéophobie, c'est la judéophobie, quelqu'un l'a évoqué ce matin, je crois, racialiste, d'extrême droite, qui émerge au XIXe siècle. Alors les raisons de la manière d'approcher les choses comme cela dans les programmes, elle tient dans l'expression que vous avez sur ces 2 couvertures, le devoir de mémoire, qui à partir des années 80-90 est devenu le paradigme à partir duquel on s'est saisi à l'école de l'affaire de l'antisémitisme. Et c'était sans doute très bien, il ne s'agit pas ici de dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait une erreur, c'est absolument pas le problème. Ça correspond à un contexte, il s'agissait de se souvenir pour que les choses ne se reproduisent pas de la même manière. Et au-delà de la question seule de l'antisémitisme, le devoir de mémoire est devenu dans les années 90 un impératif civique dont l'école devait se saisir pour créer chez les jeunes un esprit de tolérance, mais pas uniquement vis-à-vis des juifs, mais qui devait permettre de lutter contre toutes les formes de racisme. Voilà. Et on a pensé, et là encore, il ne s'agit pas pour moi de dire qu'on s'est trompé, qu'on a eu tort et que je vais vous proposer tout à l'heure des solutions qui sont bien meilleures, mais il s'agit de constater que on est 30, 40 ans après ce paradigme qui s'est imposé. Et comme on l'a dit, l'antisémitisme ne recule pas, y compris chez les jeunes générations. Mais à l'époque, on partait du principe que le fait que les jeunes se souviennent de la Shoah, ça les inciterait à être tolérants avec la différence. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous proposer maintenant un petit point sur les limites de l'approche mémorielle. 3
limites à évoquer avec vous ici. D'abord, vous le voyez avec le titre de cet ouvrage, À quoi servent les politiques de mémoire. Depuis quelque temps maintenant, des chercheurs s'interrogent sur l'impact réel des politiques de mémoire. Maintenant, on a suffisamment de recul pour pouvoir mesurer cela. Et la conclusion du livre que je vous montre ici, qui est de Sarah Gainsburger et Sandrine Lefranc, c'est qu'il n'existe pas de corrélation directe entre politique de mémoire et attitude de tolérance. Je vous invite à prendre connaissance de ce livre qui est d'un accès très, très simple et qui est relativement bref. Leur conclusion, c'est que l'injonction au plus jamais ça, parce que c'est cela qui avait derrière le paradigme mémoriel, c'est plus jamais ça, ça ne marche pas en fait. Ça ne modifie pas fondamentalement les comportements des individus et en particulier des jeunes, parce que comme l'a dit Marianne Matar-Bonucci, ce paradigme mémoriel a été associé à l'émotion. Mais l'émotion ne fait pas une politique. Et l'émotion ne modifie pas fondamentalement les comportements des individus. Ça a un impact sur le coup, ponctuellement, mais ensuite les individus, et c'est ce qu'expliquent Sarah Gainsburger et Sandrine Lefranc, les jeunes notamment, ensuite, passé le moment de l'émotion, reviennent dans leur milieu, dans leur environnement, dans les interactions sociales qui structurent leurs idéologies, donc interactions familiales, culturelles, religieuses, et en fait ces interactions reprennent le dessus sur le moment émotionnel qui est rapidement oublié. Ensuite, deuxième limite de la politique mémorielle, c'est l'impossible universalisation de la Shoah. Dans les années 90, quand la Shoah a été introduite dans les programmes, certains ont pensé que la souffrance montrée des Juifs allait produire un effet d'universalisme, c'est-à-dire que toutes les autres souffrances allaient se retrouver dans la Shoah. Mais entre le moment où on a décidé de cette politique et aujourd'hui, je crois, s'est introduit sur le champ politique, dans l'espace médiatique, dans l'espace public, quelque chose qu'on n'avait pas imaginé à l'époque peut-être, c'est le phénomène de l'identité. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il est difficile pour beaucoup de jeunes qui ne sont pas issus du judaïsme de s'identifier à la souffrance des Juifs. Voire, ça a produit un effet plutôt contraire, avec le sentiment qu'on privilégiait les Juifs. Donc cet effet attendu, escompté de l'universalisation de la Shoah n'a pas pris. Troisième limite, les matrices de la judéophobie contemporaine sont absentes. Ce matin, ça a été très largement évoqué, donc je n'y reviens pas longuement. L'antisémitisme est protéiforme, l'antisémitisme est plastique, il s'adapte aux différents contextes. Or, dans les programmes, je l'ai dit précédemment, on aborde l'antisémitisme par une toute petite fenêtre historique et géographique même. On aborde l'antisémitisme entre la fin du XIXe siècle, l'affaire Dreyfus, et la Shoah, 1945. Or, l'antisémitisme, Marianne Matar-Bonucci l'a dit ce matin, a une histoire qui est très longue, qui se structure en tant qu'idéologie avec le christianisme en Occident, avec l'islam de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est un point qui est totalement absent des programmes. Et puis après 1945, l'antisémitisme, on est là pour cela, il n'a pas disparu. Or, il s'arrête en 1945, l'antisémitisme dans les programmes. Après 1945, il n'y a pas d'antisémitisme dans les programmes. Ce qui veut dire que les matrices contemporaines de l'antisémitisme, que sont l'antisionisme ou l'islam et l'islamisme, par exemple, ne sont absolument pas abordées. Ce qui veut dire qu'on ne donne pas du tout à nos élèves, à nos jeunes, les outils intellectuels pour comprendre ce qu'ils vivent, leur environnement, alors pour comprendre l'antisémitisme des autres et pour comprendre leur antisémitisme. Parce qu'il me semble qu'une des missions de l'école, quand on parle de l'esprit critique des intellectuels comme Catherine Kinsler, par exemple, ou Henri Pénerguise insiste beaucoup sur ce point, ou même Marcel Gaucher dans un de ses ouvrages, l'esprit critique, c'est aussi la capacité pour chaque individu de se décentrer par rapport à lui-même. Or, si on n'étudie pas les matrices actuelles de l'antisémitisme, on n'invite pas certains jeunes à se décentrer de leur propre conditionnement, de leur propre déterminisme idéologique, culturel et religieux. Et je pense que l'une des conséquences de ça, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui antisémites, alors là je le dis parce que j'ai conversé avec certains jeunes sur ce sujet-là, ils ont l'impression que leur antisémitisme ou la haine, l'hostilité, on va dire, qu'ils ont à l'égard des Juifs, n'est pas de l'antisémitisme, précisément parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être racistes, qu'ils ne sont pas d'extrême droite et qu'ils n'ont pas l'intention de génocider les Juifs. Or, en abordant l'antisémitisme uniquement par la Shoah, on met dans l'esprit de nos jeunes qu'être antisémite, c'est vouloir exterminer les Juifs et c'est faire des Juifs des racistes. Et là, je pense qu'on passe fondamentalement à côté de quelque chose. Donc, je rejoindrai Elisabeth ce matin quand elle disait que
l'école ne fait sans doute pas exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Dans le contexte d'aujourd'hui, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on s'est trompé, hein, mais le paradigme mémoriel correspondait à un contexte. Je pense qu'aujourd'hui, la manière d'aborder l'antisémitisme en classe, dans les programmes d'histoire, en tout cas, doit être fondamentalement modifiée. C'est la raison pour laquelle, grand 3, je vous propose quelques pistes de renouvellement, mais qui n'épuisent pas toutes les possibilités et puis le débat. Hein. L'idée de ces pistes de renouvellement, c'est de sortir, je crois que c'est Marianne Mater-Bonucci qui l'a dit aussi ce matin, sortir de l'inertie, parce qu'on sent que sur ce sujet-là, il y a une inertie qui est extrêmement puissante. Alors les propositions de renouvellement, tout d'abord, la première consisterait à entrer par les idéologies, par les croyances, c'est-à-dire modifier la manière d'entrer dans la question de l'antisémitisme. Aujourd'hui, je l'ai dit, on entre dans la question de l'antisémitisme par la fin, par les conséquences, et par les conséquences les plus tragiques. En fait, je crois que ce qu'il faudrait qu'on arrive vraiment à montrer aux élèves, c'est la fabrique. Comment s'est fabriqué l'antisémitisme? Et plus généralement, comment se fabriquent les haines? Parce que dans l'esprit de nos élèves, là aussi, je crois que quelqu'un l'a dit ce matin, mais même dans l'esprit des adultes, hein, ces hostilités-là, elles ont fini par être tellement ancrées qu'elles sont naturelles. Il faudrait qu'on arrive à montrer à nos élèves que tout cela n'a absolument rien de naturel, que c'est construit, que c'est fabriqué, que c'est complètement culturel. Sur l'antisémitisme, il y a de très nombreux travaux maintenant sur lesquels on pourrait s'appuyer dans l'enseignement pour montrer comment le christianisme a structuré des mythes fondateurs de l'antisémitisme, comment le christianisme a inventé des accusations qui ensuite ont circulé au cours du temps et puis qui ont été réinventées, remodelées par d'autres idéologies, par d'autres phénomènes des 19e, 20e siècle que j'aurai peut-être le temps d'évoquer tout à l'heure. Il faudrait donc qu'on arrive à montrer cette fabrication et à l'étudier avec nos élèves dans le long terme, montrer comment ces mythes, ces accusations qui se sont fabriquées dans le temps ont ensuite pénétré les esprits par les images, par les textes, par les lieux de culte aussi. Il ne faut pas l'oublier. Dans notre revue, on a publié, dans Revue à l'Armée, on a publié il y a quelque temps un article sur des vitraux hein, d'une cathédrale qui sont des vitraux anti-juifs. Et quand je fais des formations sur le racisme ou l'antisémitisme auprès d'enseignants, je rappelle toujours que visiter des lieux de culte, c'est bien en termes de patrimoine, en termes de culture, mais il faut rappeler aux élèves que les lieux de culte, c'est aussi des lieux de propagation d'une idéologie. C'est des lieux militants, c'est des lieux dans lesquels on a cherché à inculquer un discours, à inculquer des pensées, à structurer des idéologies, et l'antisémitisme en fait évidemment partie. Il me semble qu'au-delà de ça, il faut que je me dépêche. Un petit peu. Alors, je me dépêche. Juste sur les croyances, je voudrais insister sur un point, alors, très rapidement. Sur les croyances, il me semble que travailler sur les croyances, la manière dont elles se fabriquent avec les élèves, ça a un intérêt civique fondamental aujourd'hui, du fait que nos jeunes sont très captifs, je dis nos jeunes, hein, enfin les élèves, sont très captifs en fait, des croyances, du complotisme, etc. Et je pense que montrer comment se fabriquent des croyances liées à l'antisémitisme, ça peut permettre de déborder le seul sujet de l'antisémitisme. Alors je vais très rapidement sur les deux autres points. Étudier les autres matrices de l'antisémitisme, ben, j'insiste pas, vous l'avez compris, hein, je pense qu'il faudrait qu'avec nos élèves, on explique aussi la matrice antisioniste ou musulmane, par exemple. Mais là, on va se heurter à un défi, hein, et ça a été aussi dit en partie ce matin. Ce matin, le mot tabou est beaucoup revenu. Aborder la question religieuse en classe, ça reste pour beaucoup d'enseignants extrêmement difficile, et les enquêtes montrent que quand les professeurs s'autocensurent, le premier sujet sur lequel ils le font, c'est la religion. Donc il est évident que pour beaucoup d'enseignants, aborder l'antisémitisme à matrice musulmane aujourd'hui, en 2023, dans les classes, ce ne sera pas forcément facile. D'où la nécessité de faire une formation, hein, d'armer les enseignants intellectuellement à ces sujets-là. Et puis faire une histoire globale des racismes et de l'antisémitisme, ça a été évoqué, je crois, aussi par Elisabeth, ça me semble fondamental, parce qu'aujourd'hui, on cloisonne, et en fait, moi, je crains que nos programmes aillent dans le sens du phénomène identitaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les élèves prennent chaque chapitre comme quelque chose qui les conforte dans leur identité. Donc l'élève L'élève de couleur noire se reconnaît dans le chapitre sur l'esclavage, mais pas dans le chapitre sur la Shoah, et puis l'élève juif fait la même chose. Alors qu'en abordant tous les racismes globalement, il y a des historiens qui le font, donc c'est possible. Marianne Mater-Bonucci a rappelé ce matin les travaux de Jean-Frédéric Shaw, mais aux États-Unis, il y a George Fredrickson qui fait ça également. Ça permettrait non pas de montrer qu'ils sont tous identiques, mais de les comparer pour montrer les ressorts identiques, parce que tous ces racismes ont des ressorts identiques, mais en même temps de montrer
quelles sont les différences qu'on peut relever. Alors j'ai une proposition à faire, dernière slide, c'est la dernière. J'ai une suggestion à faire. Dans les programmes maintenant existent, on en a beaucoup entendu parler au mois de mars, les enseignements de spécialité en première et en terminale. Alors il y en a un qui s'appelle Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques et en fait cet enseignement de spécialité aborde, vous le voyez, des thématiques, la démocratie, les puissances internationales, sur un volet horaire de 20 à 25 heures. Moi je suggère que dans cet enseignement de spécialité, on introduise un chapitre sur l'antisémitisme, le racisme, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, parce que par exemple la démocratie, là, dans cet enseignement, on l'aborde de l'Antiquité jusqu'à nos jours, donc on pourrait faire cela avec l'antisémitisme, le racisme, on aurait 20 à 25 heures pour montrer la fabrication de ces hostilités. Je pense que c'est une piste que je suggère aux politiques qui sont dans cette salle pour la porter. Voilà. Conclusion, très rapidement, en 2 mots. Pour dire que l'école ne pourra pas tout, alors je passe sur le livre là, j'ai malheureusement plus le temps, donc je voudrais insister surtout sur le fait que l'école ne pourra pas tout, ça c'est extrêmement important, il ne faut pas tout attendre de l'école. Tant que l'école tiendra un discours alors qu'on a une société qui fabrique des discours inverses et qu'on laisse se propager sur les réseaux sociaux, dans le discours politique aussi, des discours qui vont à l'inverse de ce que l'école et de ce que les enseignants essaient de porter, en fait, le travail de l'école, je crois, sera vain. Voilà, mais j'y crois quand même. J'y crois. Voilà, merci. Un grand merci à toi, Benoît, pour voilà, ça nous donne envie de nous inscrire, éventuellement d'inscrire des personnes au cursus, au DU qui traite de cette question, qui est un premier DU sur justement le racisme et l'antisémitisme et les racismes. Donc, nous allons pouvoir rebondir sur la notion de lieu d'idéologie, quelque part, que sont les églises, les mosquées, les synagogues, pour aller vers le cœur, finalement, de la journée, qui est comment la gauche a travaillé ou s'est arrêté de travailler, ou en tout cas, comment chacun des intervenants quel regard il a sur la gauche et la question de l'antisémitisme. Donc cette troisième table, il y a Milo Lévy-Bruhl qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous, qui a une actualité littéraire, mais il a été malade, il n'a pas pu être là. Donc, je propose aux personnes présentes, donc, alors c'est la seule table qui n'est pas complètement paritaire, mais comme on a fait de l'hyper-parité ce matin, je remercie l'assistance d'être indulgente. Donc, il y a eu plus de femmes que d'hommes ce matin. Cet après-midi, donc, nous avons, donc, dans l'ordre d'intervention, si vous voulez bien, Émile Ackermann, qui est rabbin, qui est connu sur les réseaux sociaux pour beaucoup de ses actions de sensibilisation, un travail sur la République, la laïcité notamment, un dernier ouvrage aussi qui a une actualité en ce moment, qui parle aussi de cette question d'être juif dans l'espace public. Je ne donne pas le titre, mais je te laisse le soin d'en parler. Donc nous avons ensuite, si tu veux bien, Christian Piquet, qui est un cadre du Parti communiste français, qui est dans l'exécutif du Parti communiste français, qui a une préoccupation particulière sur ce sujet. Nous avons beaucoup échangé à différentes reprises entre le groupe de travail, notamment pour la charte qui avait été faite à destination des futurs députés écologistes et de la NUPES, donc où tu avais été très proactif et nous t'en remercions. Donc ensuite, si tu veux bien, Aminata, qui a été présente toute la matinée aussi, Aminata Niakaté, qui est notre porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et qui est en première ligne sur toutes les questions d'actualité, toutes les questions à traiter en profondeur par le parti et qui a consacré sa journée de manière quasi inopinée à notre travail. Donc je la remercie. Ensuite, Robert Hirsch, qui est militant de Mémorial 98 et du RAR, si j'ai bien tout compris, qui se présentera plus entièrement dans son action politique, qui se situe à gauche. Donc cette table est plutôt pour ces politiques des personnes de gauche. Émile est plutôt, je ne sais pas, mais c'est pas l'important. Et tant mieux d'ailleurs. Et donc nous finirons ces interventions. Je vais essayer sauf vraiment sujet très important, je vais essayer de vous laisser enchaîner la parole. Donc c'est Eva Sass qui est donc députée de la 8e circonscription de Paris,
qui est vice-présidente au groupe d'études sur l'antisémitisme au niveau de l'Assemblée nationale, qui donc aura la responsabilité de finir cette table ronde. Et soit chacun prend vraiment amplement ses 15 minutes et effectivement le débat sera peu possible, soit vous arrivez, mais voilà, je sais que c'est pas facile, et je vous remercie d'avoir répondu très volontairement. Donc Émile, à toi la parole. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup monsieur le député, merci beaucoup Nadine, Grégory et toutes les personnes de LV qui ont fait en sorte que cette journée puisse se passer. Je suis très content du titre justement de la table ronde numéro 3, puisqu'on nous disons un nécessaire état des lieux. Et effectivement, alors je suis là aujourd'hui avec vous, pas forcément sous ma casquette de rabbin, donc je ne sais pas si je déçois certaines personnes, mais je ne ferai pas d'exégèse théologique aujourd'hui. Mais en temps, d'ailleurs, ne jamais croire un rabbin quand il vous dit qu'il va être court en général. Mais je suis aussi avec ma casquette de formateur aujourd'hui ici, puisque je suis actif dans l'interreligieux, dans la formation contre le racisme et l'antisémitisme. Et je suis ici pour vous faire part un petit peu de certains constats qui pourront peut-être aider à ce nécessaire état des lieux. Notamment 2 constats, 2 choses dont j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous, qui sont, et je pense que c'était justement une très bonne intervention tout à l'heure pour faire la transition, puisque nous parlons de l'école et peut-être des insuffisances qu'il y a dans les programmes. Et donc après l'école, il faut bien sûr prendre la suite, et la suite, elle se fait par la formation, elle se fait par les formations privées publiques et par les formations notamment qui sont dispensées dans les groupes politiques. Et je pense qu'en tant que militant, en tant que personne qui se réclame justement d'une volonté de réparer le monde, se battre contre les inégalités, se battre pour toutes les formes de justice, effectivement, la lutte contre l'antisémitisme doit être prise à bras-le-corps. Et aujourd'hui, il est très très facile, on constate justement qu'il est très facile de dénoncer l'antisémitisme du camp d'en face. C'est même la première chose qui est faite. Tout à coup, les acteurs politiques se réveillent et arrivent à justement déceler l'antisémitisme qui se serait glissé dans une réflexion ou dans un discours quand il s'agit de la personne du bord politique opposé. Mais quand il s'agit de notre propre bord politique, alors là, c'est beaucoup plus compliqué d'accepter de se remettre en question. Donc, ce que je constate, je pense que donc il y a deux grandes problématiques à mes yeux aujourd'hui, qui sont donc la formation des militants, puisqu'on parle donc de la gauche, donc la formation des militants aujourd'hui dans les milieux de gauche, puisque ce sont ceux qui portent aujourd'hui un projet qui se réclame d'une forme d'universalisme et de projets républicains, et de l'autre, il faut en parler, on en a parlé un petit peu beaucoup, et je suis désolé de revenir dessus, mais de la façon dont on peut aborder la question d'Israël. Donc je ne suis pas là pour donner une opinion, en tout cas je vais essayer de ne pas le faire, mais simplement d'essayer de donner un cadre, comme je l'avais un petit peu esquissé à la dernière journée d'été. Pour moi, la première chose qui arrive quand on se pose la question de l'antisémitisme, c'est la question justement du terme même antisémitisme. On en a parlé, le fait de déjà avoir un terme spécifique pour l'antisémitisme qui est détaché de tous les racismes pose question. C'est peut-être parfois la première question qu'on pose lorsque j'ai fait des formations dans des milieux un petit peu militants. On me dit, mais finalement, nous sommes contre tous les racismes, pourquoi séparer l'antisémitisme ? Définir le terme antisémitisme, définir, comme cela a été fait aujourd'hui, le fait que ce terme-là, et je ne crois pas que ça a été rappelé pour le coup aujourd'hui, que ce terme-là d'antisémitisme n'a jamais été utilisé autrement que pour parler des juifs, quand bien même étymologiquement, le terme de sémite aurait pu porter à confusion, parler d'autres peuplades, eh bien, le terme antisémitisme, il arrive, il est utilisé par un Allemand qui se réclame lui-même de l'antisémitisme, et il ne désigne que les juifs. Donc, expliquer que quand on utilise le terme, il ne faut pas essayer de jouer sur les étymologies, on va voir qu'il y a beaucoup de guerres de sémantique, l'antisémitisme ne concerne que les juifs. Ensuite, l'antisémitisme n'est pas que donc, la volonté d'extermination, ou de l'autre côté une haine de la religion, comme on pourrait dire qu'on a une haine des musulmans en soi, puisqu'il y a une spécificité quand on enseigne la lutte contre l'antisémitisme, il y a une spécificité qui est que quand on parle de juifs, on parle en même temps de religion, on parle en même temps de peuple. Et donc le fait que les personnes apprennent qu'il puisse y avoir des juifs athées, des juifs non-croyants, des juifs qui ne se reconnaissent pas du tout dans la religion juive, mais qui peuvent se reconnaître de culture juive, d'une appartenance, eh bien ça va aussi aider à comprendre comment on peut avoir des rouages antisémites qui ne sont pas dirigés vers la religion. Donc ça, c'est les deux premières choses que je dis souvent dans ces formations-là.
où on me dit mais moi je suis pas antisémite, j'ai rien, en plus je connais rien à la religion juive, et en fait on se rend compte que derrière il peut y avoir des tropes antisémites qui sont réactualisées mais sans en avoir conscience, puisque justement c'est pas dirigé dans la tête des gens comme étant contre la religion juive. Donc définir le terme antisémitisme en tant que haine, discrimination, stéréotype, préjugé dirigé contre ce qu'on va appeler le peuple juif. Et à partir du moment où on a accepté cette idée qu'il y a un peuple juif, on va pouvoir aborder la question israélienne, conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un droit à l'autodétermination pour tous les peuples, d'ailleurs palestiniens ou juifs, étant donné qu'il y a aujourd'hui un peuple qui se définit comme palestinien, alors il y a aussi un peuple qui se définit comme juif et qui a le droit à l'autodétermination. Et la question arrive sur le terme d'antisionisme. C'est-à-dire que si on accepte que le sionisme, dans sa définition première, est juste le droit à l'autodétermination du peuple juif sur sa terre, alors, et c'est peut-être ça qui m'a valu pas mal de contradicteurs ensuite, il est de mon opinion que dans les formations à gauche, il faudrait y avoir une nécessaire état des lieux et prise de conscience que le terme antisionisme apporte peut-être plus de confusion et de problèmes qu'il n'en résout pour la lutte pour les droits des Palestiniens. C'est-à-dire que si antisionisme, c'est s'opposer au droit même du peuple juif à avoir un État, alors là, il est le nécessaire pont entre l'antisionisme et l'antisémitisme, puisqu'on ne refuserait qu'au peuple juif ce qu'on accepte pour tous les autres peuples. De l'autre côté, si par antisionisme on entend la lutte pour le droit des Palestiniens contre une politique spécifique israélienne qu'on appellerait colonisation ou je ne sais quoi, alors là, le terme antisionisme apporte du flou, il apporte de la confusion, il ne sert à rien. Puisqu'on peut nécessairement se définir comme un militant des droits humains qui se bat pour les droits des personnes aujourd'hui qui sont opprimées, sans avoir la nécessité de se définir par un terme qui est flou et qui, en fait, justement, apporte peut-être plus de questions que de réponses. Et donc, comment parler d'Israël aujourd'hui à gauche ? Et quelqu'un m'avait fait la réflexion suite aux journées d'été et à certaines interventions médiatiques, notamment à Mediapart, où il y avait eu un grand débat sur la question aussi. On avait dit finalement, est-ce que la grande question aujourd'hui à gauche, c'est est-il possible d'être sioniste à gauche aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut avoir un véritable questionnement, non pas que ce soit la lutte contre l'antisémitisme passe nécessairement par le fait d'être un supporter de l'État d'Israël, mais d'être capable de foncièrement séparer les deux. Et le signe qu'on est capable de séparer les deux, c'est-à-dire la lutte contre l'antisémitisme et de l'autre côté, la question de la problématique, qui est un vrai problème, et on n'est pas là pour mettre ça sous le tapis, qui est du conflit israélo-palestinien, c'est est-il possible d'être finalement sioniste à gauche aujourd'hui ? Et pour ça, pour comprendre cette crispation, il y a beaucoup de choses à décortiquer, mais je serai bref, ne me croyez pas. Il y a notamment d'abord une fracture générationnelle. Pour moi, je parle en tant que... Alors, j'ai pas envie d'utiliser ma carte jeune trop, mais c'est-à-dire c'est ce que je perçois aussi. Je pense qu'il y a un avant 67 et un post 67, et qu'il est nécessaire de le rappeler. C'est-à-dire qu'on a toute une génération de juifs et de non-juifs qui ont connu Israël comme un petit pays... qui ont connu Israël comme un petit pays qui a failli, qui se crée à la suite du génocide et qui a failli se faire raser de la carte plus d'une fois. Et il y a toute une génération de personnes qui n'ont connu Israël que comme un pays qui n'est plus David mais qui devient Goliath, comme un pays qui est justement une force occupante et justement qui a su inverser le rapport de force. Et ça, c'est pour moi la première... on va dire, la première fracture qu'il peut y avoir générationnelle entre des militants, des militants moins jeunes que les jeunes. Et là, justement, je voulais utiliser un langage châtié. Voilà. Donc ça, ce serait la première chose qu'il faut être capable de mettre sur le tapis, qu'il y a une question même de perception qui est différente. La deuxième, c'est un phénomène plus large de polarisation de la société, de guerre de propagande, de recherche de façon rapide, de réponse rapide et binaire aux questions de société aujourd'hui, et qui touche pas que le conflit israélo-palestinien, mais tous les sujets en général. Donc on est 100% pour, 100% contre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être capable de questionner pourquoi dans les manifestations
pour la retraite, enfin contre la réforme de la retraite, dans toutes les manifestations diverses et variées, il va y avoir toujours des personnes avec des drapeaux palestiniens. C'est-à-dire, le drapeau palestinien aujourd'hui, la lutte pour les droits des Palestiniens est devenue aujourd'hui un symbole. Et il faut aussi être capable de se mettre de regarder en face, et je parle aussi pour les institutions juives, de regarder en face et de comprendre que la lutte pour les droits des Palestiniens est devenue aujourd'hui un symbole de la lutte pour les droits des opprimés. Et que la majorité des personnes qui le font peut-être alors par ignorance ou sans forcément connaître tous les rouages et tout ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, mais c'est devenu une question incontournable. Alors, et c'est là que se situe justement le problème à mes yeux, c'est que ramener toujours au conflit israélo-palestinien, quand on parle de problématiques juives en France, eh bien c'est borderline antisémite parce qu'il y a une injonction des juifs à se justifier de la situation de là-bas. De l'autre côté, il faut être capable de comprendre que la société marche et fonctionne avec des symboles qui sont forts, et que le drapeau palestinien aujourd'hui en est devenu un. Il faut être je n'ai pas de réponse à proposer, encore une fois, c'est juste un état des lieux, et je pense qu'il y a un travail de fond à faire ici. On a aussi, et puis tout simplement, on a aussi la guerre de propagande, une crise de l'information qui touche notamment la jeunesse. On a parlé des réseaux sociaux, TikTok, avec des informations en 1 minute 30 qui ne permettent pas de voir, on va dire, toute la complexité à chaque fois de tous les débats, les nuances. Et ça, pour moi, les politiques et les milieux politiques et les milieux militants doivent être en fait à l'avant-garde de ces combats, des combats de l'information. Si on veut avoir un projet politique qui tient la route et qui peut être capable d'avancer face à la complexité du monde, il faut être capable d'enseigner cette complexité du monde. Et trop souvent, j'ai l'impression de voir, alors Twitter n'aide pas, hein, bien sûr, Twitter n'aide pas à voir la complexité, la nuance et à la développer en général. En tout cas, il faut être bien entouré. Et je pense qu'il y a une responsabilité très très forte que j'ai envie de... Pardon. Non, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tout ce que tu dis est vraiment dans le sujet. En fait, c'est ici, les personnes, les élus, les écologistes, les gens de gauche, c'est de se demander quel est le rôle justement de la gauche, bien sûr. Tu as parlé de la question du conflit israélo-palestinien, de l'oppression, de tout ce qui est recherche d'égalité des droits. Et donc, comment concilier, en tout cas, comment séparer ces différents problèmes, et quelles sont des attentes d'une personne comme toi, en tout cas toi aujourd'hui, de la gauche et des écologistes particulièrement, qui me sont plus chers encore. Alors, je me mets pas, il y a des véritables représentants de la communauté juive dans cette salle, et donc je ne représente pas grand monde par rapport à ces personnes-là, donc je parle sous leur contrôle. Mais il y a une véritable attente aujourd'hui de la part, à mes yeux, en tout cas de la communauté juive et d'une partie de la jeunesse que je côtoie dans mes communautés et au quotidien, qui aimerait pouvoir se reconnaître dans certains combats de la gauche, qui aimerait pouvoir se reconnaître dans certains combats des partis aujourd'hui, mais qui se sentent complètement exclus du fait de cette polarisation au sujet du conflit israélo-palestinien, parce qu'il n'y a pas juste de possibilité d'en parler de manière nuancée et d'avancer. Non pas que toutes les personnes juives soient nécessairement des personnes qui vont être des grands fervents supporters de l'État d'Israël et de toutes ces politiques, mais que le fait qu'il y ait une injonction première dès le départ rend impossible la discussion, du fait qu'il y ait justement, il n'y ait pas cet état des lieux qui a été fait dans les partis de gauche, et qu'on ait des personnalités de gauche qui sont des récidivistes aujourd'hui, de propos très problématiques qui ont été répétés. Alors voilà, moi je pense pas à ELV là tout de suite, je pense forcément à d'autres personnes d'autres groupes. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'il y ait ce genre d'initiative aujourd'hui, puisque s'il y a des groupes comme ELV qui prend à bras-le-corps cette problématique et qui est assez courageuse pour pouvoir se séparer de peut-être d'autres groupes politiques qui sont plus flous, plus confus à ce sujet-là, c'est tout à leur honneur. Donc pour finir, je dirais qu'il y a donc plusieurs choses. La première, c'est la formation des militants, et la formation du coup ensuite des futurs cadres du parti, des cadres actuels du parti qui doivent être formés puisqu'ils n'ont pas été avant, mais qu'on puisse former les futurs cadres du parti, et ce genre d'initiative va y participer. Un véritable état des lieux sur la façon d'aborder le conflit israélo-palestinien, qui doit être en même temps séparé de la question de l'antisémitisme, mais comprendre les liens qui se font et qui sont faits entre antisionisme et antisémitisme. Et
La troisième chose, peut-être le rappel à l'ordre, si le cœur vous en dit, des personnes qui ne font pas partie de votre groupe, mais de votre bord politique tout de même, et pour être capable d'engager une conversation sincère, honnête et franche à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émile. Donc tu as la parole, Christian, pour ton vécu de cette question par rapport à la gauche et notamment au Parti communiste. Merci à toi. Merci à vous, merci à toi Nadine, merci à votre groupe de travail, merci à ELV d'avoir pris cette initiative, elle est la bienvenue. Et je vais même vous dire, je suis un petit peu jaloux que ELV l'ait pris, puisque j'avais avec mes camarades un projet du même type. On le changera, on vous invitera, mais je suis un peu jaloux, mais c'était bienvenu. Et c'est bienvenu parce que vous nous invitez à faire l'état des lieux. Et quand on est un politique, et je pense que mes camarades après moi vont dire la même chose, quand on est un politique, on a un premier devoir, c'est d'avoir le courage de reconnaître les réalités qui dérangent. Alors un peu d'histoire, parce qu'il faut en faire. On entend tellement de choses sur la gauche et l'antisémitisme. Un peu d'histoire. Longtemps, les forces de gauche, les forces du mouvement ouvrier, auront eu en commun la conscience, je dirais, aiguë, que la question juive, avec des guillemets, recoupait l'affrontement dont la République faisait l'objet, de la part en particulier des forces déterminées à en combattre le principe d'égalité entre les êtres humains, quelle que soit leur origine, leur religion, leur couleur de peau. Cette conscience était entretenue par un constat qui était que l'antisémitisme avait une spécificité, c'est de n'avoir pas connu de répit au fil des siècles et de s'être répandu à l'échelle du globe entier. Comme le dit d'ailleurs Delphine Orwiller, autre spécificité de l'antisémitisme, l'antisémitisme se distingue quelque part des autres racismes par le fait que le juif est haï, non parce qu'il n'a pas, mais parce qu'il a, et que l'antisémitisme lui reproche, lui conteste. Passez les débats, toujours de l'histoire, passez les débats qui, aux origines du mouvement ouvrier, ont vu certains courants assimiler les juifs et l'argent. Et il faut dire que certains écrits de Marx ont pu, non que Marx, je ne pense pas que Marx était antisémite, mais certains de ses écrits ont pu alimenter un certain nombre de dérives, de confusions, etc. Mais passé ces débats-là, la gauche, notamment à partir de l'affaire Dreyfus, s'est engagée sans réserve dans tous les combats contre la haine des Juifs. Pour ce qui est du courant que je représente ici, et je crois que parfois on a besoin de rappeler des choses, est-ce qu'il faut rappeler que c'est l'aile juive de la main-d'œuvre immigrée qui, formée pour le combat précisément pour lutter contre les persécutions qui s'abattaient sur les Juifs d'Europe, c'est l'aile juive de la main-d'œuvre immigrée qui formera en tant que telle les premiers bataillons des brigades internationales, puis des francs-tireurs et partisans. Faut-il rappeler le lien qu'a eu le Parti communiste avec la formation en 1943, 2 jours après le début de l'insurrection du ghetto de Varsovie, de l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, fusion des organisations juives des 2 zones de l'Hexagone. Faut-il rappeler que pendant l'occupation, on l'oublie trop souvent, y compris dans les invectives qui nous sont adressées, à la fin de l'occupation, c'est le Parti communiste qui fut quelque part à l'initiative de la fondation du premier CRIF pour une raison, c'est permettre à la résistance juive d'être présente parmi les forces de la reconstruction nationale. Alors lorsqu'on se remémore ce passé, et c'est pour ça que j'ai tenu à le faire, lorsqu'on se remémore ce passé, on doit bien aujourd'hui constater une régression. Oui, il y a une régression. Non pas, peut-être ça me séparera de certains d'entre vous, non pas l'irruption d'un antisémitisme de gauche. Il y a bien sûr de l'antisémitisme dans certains courants de la gauche. Et j'en ai été l'objet. Vous savez, quand je me suis exprimé il y a quelques mois contre le projet de résolution qu'un certain nombre de députés de gauche
avait déposé, qui a été depuis largement réécrit, mais avait déposé sur la question de l'État d'Israël, de l'apartheid, etc. Je me suis exprimé contre ce texte, et sur les réseaux sociaux, j'ai vu immédiatement affleurer l'idée « Ah, il a commencé sa carrière à Shomer Hatzair, tout est dit ». Tout le monde voit bien que ce n'était pas simplement la contestation de la politique, de l'orientation d'Homer Hatzair qui était en cause, mais bel et bien les origines de la période, de la personne concernée. Mais je ne crois pas pour autant qu'on puisse aujourd'hui parler d'un antisémitisme de gauche, ni d'ailleurs d'un nouvel antisémitisme qui serait véhiculé par la gauche palestinienne et qui viendrait recouvrir et évacuer l'antisémitisme de droite. Il y a un antisémitisme de droite, il y a un antisémitisme de droite, il y a des dérives antisémites parfois à gauche, mais il y a surtout une relativisation de la part d'une partie de la gauche de la question de l'antisémitisme qui perdure. Vous voyez, j'appartiens, comme d'ailleurs mon camarade Robert Hirsch, j'appartiens à une génération qui, quand la synagogue de la rue Copernic sautait, se retrouvait immédiatement sur les Champs-Élysées, le soir même. J'appartiens à une génération qui, quand le cimetière de Carpentras était profané, se retrouvait immédiatement dans les rues de Paris, avant même que les organisations communautaires et toute la gauche manifestent dans une gigantesque manifestation. Mais avant, nous tenions à être dans la rue. Aujourd'hui, manifestement, il faut reconnaître que les choses sont plus difficiles et qu'une partie de la gauche a du mal à accepter ou est en proie à ces phénomènes de relativisation de la place et de la portée, toujours aujourd'hui, de la haine des Juifs en France. Alors, une fois l'histoire faite et une fois le constat porté, il faut s'interroger sur les raisons. J'en avancerai pour ma part 3. La première raison, c'est sans doute que le nouvel âge du capitalisme, cette globalisation marchande et financière que nous connaissons, avec la vague néolibérale qui l'aura accompagnée, aura eu quelque part pour effet de faire naître une tendance à l'évanouissement des repères les plus solidement établis depuis des décennies. Elle aura eu pour conséquence d'affaiblir les mouvements collectifs et de voir naître des idéologies de substitution aux valeurs des Lumières et aux espérances qui ont été longtemps portées par le mouvement ouvrier, par le socialisme et par le communisme. Les régressions identitaires et communautaristes n'ont pas épargné les forces progressistes, il faut le dire, en tant que telles, d'autant qu'elles ont souvent été encouragées par des forces intégristes islamistes qui en ont fait leur fonds de commerce. Là aussi, mettre les choses sous le tapis ne sert absolument à rien. Il faut constater, il faut admettre une réalité qui parfois est dérangeante puisqu'on n'attendait pas ce genre de dérive de ce côté. Et cette globalisation a encouragé ou aura eu pour retombée la perversion des mots pour caractériser la marche tragique de ce monde. Aujourd'hui, depuis la querelle des historiens allemands, à la fin du siècle dernier, on voit aujourd'hui que l'usage de mots, génocide, déportation, est assez largement incertaine et peut assez facilement engendrer un certain nombre de dérives, de relativisation, cette relativisation dont je parlais à l'instant. C'est la première raison, me semble-t-il. Deuxième raison, elle tient sans doute au changement de stratégie des extrêmes droites, un petit peu partout en Europe et en France tout particulièrement. Alors que ces extrêmes droites eurent longtemps pour identité de faire la chasse aux juifs, de dénoncer le juif, d'avoir un antisémitisme qui ne se souvient, pour les gens de ma génération, qui ne se souvient des affiches antisémites effrénées que des groupes d'extrême droite placardaient sur tous les murs, eh bien, leur approche du pouvoir a fait de ces forces d'extrême droite, a amené ces forces d'extrême droite à se faire plus discrets, beaucoup plus discrets sur leur antisémitisme. En France, on voit bien qu'en même temps que le Front National, devenu Rassemblement National, passait d'un racisme excluant à un racisme différentialiste, il a en même temps, il s'est voulu le défenseur des Juifs pour mieux concentrer ses coups sur les étrangers, les réfugiés, les exilés, à commencer par les musulmans. Et évidemment, la haine des Juifs demeure, mais elle demeure dans la périphérie.
elle n'attend qu'une occasion pour revoir le jour. On l'a vu avec la campagne de Zemmour à l'élection présidentielle, où à partir d'une orientation racialiste, une orientation directement inspirée des ligues de l'entre-deux-guerres, il suffisait de gratter un petit peu et d'entendre M. Zemmour parler de la famille Sandler de Toulouse. Je suis assez sensible à ça parce que j'ai longtemps été élu d'Occitanie et singulièrement de Toulouse. Eh bien, on voyait bien que très très vite, ce patrimoine idéologique amenait à l'antisémitisme, y compris dans la bouche de M. Zemmour. Reste que, et dans les rangs du Front National, on voit encore aujourd'hui des responsables sur les réseaux sociaux se livrer à leurs obsessions, à leur tropisme, qui reste fondamentalement d'associer les Juifs et tout ce qui, en gros, échappe à leur vision de la préférence nationale. Reste que la virulence des campagnes visant aujourd'hui dans notre pays et en Europe les musulmans et les actions violentes qui les ont accompagnés sur les lieux de culte, les lieux de sépulture, etc., auront amené une partie de la gauche à considérer que le musulman avait pris la place du juif dans la haine raciste, dans le déchaînement de la haine raciste, en oubliant au passage que dans ce pays, des juifs sont tués parce que juifs, aujourd'hui encore. C'est, à mon avis, la deuxième des raisons. La troisième des raisons, c'est celle que vous avez à l'instant évoquée. C'est évidemment le conflit israélo-palestinien qui n'a cessé de s'aggraver après l'échec des accords d'Oslo et avec des gouvernements successifs de l'État d'Israël qui colonisent à outrance la Cisjordanie, qui annexe de facto Jérusalem-Est, qui asphyxie Gaza au point de transformer Gaza en prison à ciel ouvert et qui soumet le peuple palestinien à un régime indigne de discrimination institutionnalisée. Cette politique amène aujourd'hui arrive aujourd'hui à son paroxysme avec l'actuel gouvernement d'extrême droite à la tête d'Israël, dont l'objectif assumé est d'interdire définitivement aux Palestiniens le droit de disposer d'un État souverain, conformément aux résolutions des Nations Unies. Cette situation a amené certains à oublier qu'il n'y a pas d'autre solution à ce conflit qu'une paix dans la justice, fondée sur la coexistence de deux nations que l'histoire a amené à cohabiter sur la même terre, et a amené certains à oublier en même temps que la politique de force ouverte des dirigeants israéliens est une abomination pour le peuple palestinien, mais condamne aussi le peuple israélien à une violence sans fin qui met en cause son existence même sur cette terre. Et d'ailleurs, les manifestations qui se déroulent aujourd'hui par centaines de milliers pour la défense de la démocratie et contre le coup de force de Netanyahou sont bien la preuve qu'une partie de la société israélienne en est arrivée à la conscience du fait que cette politique-là mettait en cause le peuple israélien lui, et ses conditions d'existence lui-même. Alors, vous avez abordé la question du sionisme. Je veux en dire un mot, même si mon courant ne se sent pas concerné, puisque je crois que le Parti communiste a été le premier parti en France à reconnaître l'État d'Israël quand il a été créé. Mais cette question du sionisme, évidemment, déchaîne les passions. Alors un mot sur ce plan. Les débats sur l'émigration en Palestine ont existé et ont profondément divisé les diasporas durant des dizaines d'années, à l'est de l'Europe en particulier. Mais l'impossibilité pour les survivants, notamment en Europe de l'Est, de reprendre leur place dans les sociétés où la vie juive avait été définitivement détruite, a clairement, en quelque sorte, réglé ce débat. Aujourd'hui, on peut toujours avoir tous les débats qu'on veut sur la légitimité, l'efficience de l'idée d'émigration en Palestine et de construire un État juif en Palestine. Reste que cet État existe. Et que non seulement il existe, mais qu'est née en Israël une nation israélienne. Et que par conséquent, la question de la paix dont je parlais tout à l'heure, de la coexistence entre ces deux nations, est une question incontournable. Donc on peut avoir tous les débats qu'on veut. On peut se dire antisioniste, mais quel est l'effet pratique de cette injonction? Alors, évidemment, il reste que l'impasse sanglante au Proche-Orient a eu au fait d'amener un certain nombre de courants à substituer une rhétorique de guerre, je dirais,
au sein de laquelle la haine d'Israël peut très vite se confondre avec une certaine haine des Juifs ou une certaine réprobation des Juifs, cette rhétorique de guerre s'est progressivement substituée chez certains et uniquement chez certains. Donc il ne faut pas assimiler tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour la défense des droits du peuple palestinien à ces dérives, mais chez certains, il est vrai, cette rhétorique guerrière s'est substituée à l'objectif d'une solution politique fondée sur la double reconnaissance des faits nationaux israéliens et palestiniens. Et cette rhétorique se fait d'autant plus entendre que la cause palestinienne est aujourd'hui instrumentalisée par divers courants, en particulier les courants intégristes islamistes qui en font un alibi à leur volonté de domination sur le monde musulman. Nous avons à cet égard un impérieux devoir. Et je le dis puisque ça fait partie aussi de l'état des lieux. Nous avons un impérieux devoir de ne rien céder sur l'exigence de paix, de justice et de droit, ce qui passe par l'existence de deux États viables et dotés de continuité territoriale, mais en même temps et simultanément de nous situer en permanence aux avant-postes de la lutte contre toute, vous en parliez à l'instant, de la lutte contre toute dérive antisémite, contre tout propos ambigu, contre toute instrumentalisation du droit des Palestiniens à avoir leur propre indépendance, leur propre État, leur propre autodétermination. Que faire? Et je termine en 2 minutes, parce qu'il faut bien, une fois fait l'état des lieux, il faut bien essayer de savoir ce qu'il est possible de faire, ce que nous avons, ce à quoi nous sommes confrontés, nous la gauche, nous les forces écologistes. Il me semble que, premièrement, nous devons d'abord agir pour construire le rapport de force citoyen afin d'affirmer face à tout acte ou propos visant les Juifs comme à tout acte raciste qu'il s'agit non pas simplement d'une atteinte à une seule catégorie, contre une seule catégorie de population, mais d'une attaque contre toute la République. Et de ce point de vue, je pense que nous devons faire une certaine autocritique. Je l'ai dit, dans les années 70, nous nous retrouvions en masse dès qu'un acte touchait les Juifs. Aujourd'hui, la gauche attend des organisations communautaires, et quand je dis organisations communautaires, c'est sans propos péjoratifs, attend des organisations communautaires qu'elles prennent l'initiative. Eh bien, ça doit être l'inverse. Nous devons, dès qu'un juif est touché, comme dès qu'un musulman est touché, dès qu'un étranger est touché, dès qu'un exilé est touché, nous devons être à l'initiative, première chose. Deuxièmement, nous devons actionner encore et toujours le levier de la mémoire. Et ce levier de la mémoire est une bataille politique. C'est une bataille politique parce que dans ce pays, la République n'est pas un régime neutre. Et elle n'est pas un régime neutre face à ceux qui professent des principes contraires à ces valeurs fondamentales. Troisièmement, nous ne devons pas renoncer à l'arme des lois. Parce que l'arme des lois, c'est un rempart, c'est un élément de rapport de force. La loi Guessot a été essentielle dans la bataille contre le négationnisme, contre la haine antisémite, contre la haine raciste. Aujourd'hui, ce que nous avons commencé, qui a en son temps été repoussé par le gouvernement aujourd'hui en place, ce que nous avions commencé, la gauche, à l'Assemblée nationale, de déposer une proposition de loi pour que les parquets puissent demander l'inéligibilité des responsables d'actes racistes ou antisémites, de tout auteur de propos racistes ou antisémites, cette bataille doit être reprise. Et dernièrement, évidemment, il y a la question de l'espoir. Parce que ce qui permet aux haines racistes, ce qui permet à l'antisémitisme de renaître de manière insidieuse ou ouverte, c'est évidemment le fait que le peuple français aujourd'hui est orphelin d'une perspective d'espoir. Mais ça, c'est un autre débat. C'est le débat pour lequel nous nous battons, les forces qui se sont coalisées aux élections législatives de l'an passé. C'est un débat pour faire qu'un projet d'espoir conquiert une majorité politique. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le pays devrait nous inciter, doit nous inciter à proposer une solution politique, à proposer une offre politique qui permet de redonner cet espoir, de redonner confiance dans les valeurs universelles qui sont celles de la gauche, de l'écologie et évidemment de la République. Merci Christian. Merci beaucoup. Alors, nous allons donner la parole donc, à Robert Hirsch pour compléter et donner son opinion sur la question de la gauche et les écologistes
avec le sujet de l'antisémitisme. Bonjour, je ne vais pas faire comme tout le monde de remercier les camarades d'Europe Écologie Les Verts, mais c'est quand même très satisfaisant cette journée. Enfin, avant que j'intervienne, après vous serez peut-être déçus, mais ça on verra. Donc, 2 mots sur moi, mais pas long, hein. Simplement pour dire que, comme Christian Piquet, j'appartiens à une génération de jeunes juifs dans le temps, hein. Une génération qui, autour de 68, a considéré que ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui nous avait fortement marqués montrait l'injustice du monde à son point le plus fort, et que cette injustice ne pouvait être réparée que par la transformation radicale de la société. Cette génération, nous sommes tous des juifs allemands, etc., bon, elle a vieilli, mais disons que j'ai continué dans cet engagement-là, je continue encore, et puis autour de 2000, très précisément à l'automne 2000, au moment où il y a eu l'explosion des actes antisémites dont parlait ce matin Nona Meyer, je me suis rendu compte que cette gauche radicale à laquelle j'appartenais, à laquelle j'appartiens toujours, n'a pas répondu présent. N'a pas répondu présente et qu'elle a été aux abonnés absents face à la remontée de l'antisémitisme. Et évidemment, ça m'a posé problème, d'où l'écriture de quelques ouvrages, et puis d'où mon adhésion au réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Alors, bon, on est quelques-uns de ce type, mais il n'y a pas que des vieux comme moi, hein, au rare. Il y a aussi, et c'est intéressant d'ailleurs, des jeunes juifs qui se sont engagés, je crois que vous en parliez tout à l'heure, hein, de jeunes juifs qui s'étaient engagés dans la gauche, et même dans la gauche très radicale, et puis qui se sont rendus compte que, justement, cette gauche radicale ne prenait pas en compte la question de l'antisémitisme, et qui sont donc effectivement au rare. Alors, bon, ceci ayant été dit, je vais essayer de développer 3 points. D'une part, de parler de ce qui se passe depuis le début des années 2000, donc comment la gauche a réagi ou pas réagi sur la question de l'antisémitisme. Dans un deuxième point, j'essaierai, mais rapidement, d'aller un peu plus dans le temps long sur la gauche et les juifs et la gauche et l'antisémitisme, avec un point de vue qui sera semblable dans certains aspects à ce qu'a développé Christian Piquet, mais pas toujours. Et voilà. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de développer des pistes d'espoir, mais ça sera plus court que les 2 premiers points, évidemment. Alors, premier aspect, donc, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe depuis 2000. On a vu, alors je crois, ce matin, Nona Meyer a très bien expliqué ça avec les courbes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une baisse de ce qui est idéologiquement, disons, les aspects racistes et antisémites, hein. Il y a une meilleure intégration, il y a une meilleure perception des juifs dans la société, mais en même temps, il y a eu une explosion des actes antisémites, hein. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais tout le travail de la CNCDH a été absolument net, hein. Il y a une explosion considérable des actes antisémites. D'ailleurs, j'aurais ajouté un chiffre qu'elle n'a pas donné ce matin. Je crois que c'est en 2013, il y a une enquête où on demandait aux juifs en France s'ils avaient été tentés de quitter le pays, pas d'aller en Israël, mais de quitter le pays à cause de l'antisémitisme. Et 46% des juifs interrogés avaient répondu qu'ils avaient été tentés de quitter le pays. C'est-à-dire qu'en 2013, et c'était avant certains des attentats, près de la moitié des juifs de ce pays avaient été tentés de le quitter. Quand on sait en plus historiquement ce qu'est l'attachement des juifs à la France, à la République, c'est absolument considérable. Or, malheureusement, une partie de la gauche, et notamment de la gauche radicale, n'a pas pris ça en compte et elle n'a pas voulu s'intéresser à ce que disaient les juifs. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que, je parlais à midi, quand on veut s'intéresser au racisme aux États-Unis, si on n'écoute pas les Noirs, il y a un problème. Bon, et là, on a fait, un certain nombre de gens à gauche ont fait comme si c'était pas utile d'écouter les Juifs et que finalement, les Juifs racontaient un peu n'importe quoi et se faisaient plaindre, etc. Et là, malheureusement, il y a une série d'intellectuels qui ont joué un rôle absolument négatif, hein. Je vais en dire, il y a Edgar Morin, il y a Dominique Vidal, il y a évidemment Alain Badiou, qui a été écouté par pas mal de gens, alors qu'il s'est trompé sur tout depuis 50 ans, mais bon, c'est comme ça. Et je dis ça parce que ces gens-là ont été souvent interrogés par les journaux de gauche et ont été pris comme des références, hein. Par exemple, Dominique Vidal, quand vous vous interrogez, il vous explique tout le temps que l'antisémitisme baisse.
Mais s'il baisse, c'est qu'à un moment donné, il est monté. Hein. Quand vous suivez le Tour de France, il faut monter avant de descendre l'école. Mais lui, ça descend tout le temps. Donc à force, il n'y en aura plus du tout. Donc il y a eu vraiment un problème avec quelques-uns de ces intellectuels. Alors, les raisons invoquées par ces intellectuels et par les organisations de la gauche radicale, c'est en gros, d'une part, la relativisation, une discussion sur les chiffres, etc. Je crois que Nona Meyer a montré les choses ce matin de manière très très nette. Donc la relativisation des actes. Et ce qui est très curieux, parce que normalement, la gauche, et notamment sa partie la plus radicale, elle ne tend pas à réduire, à relativiser les phénomènes. Personne à gauche ne dit les pauvres ne sont pas si pauvres que ça, ou il n'y en a pas tant que ça. Personne ne dit ça. Et là, si, une partie de la gauche s'est mise à dire finalement, non, c'est pas ça. Il en a mis, non, finalement, c'est peut-être pas de l'antisémitisme, etc. Après, on s'est rendu compte que c'était très net. Donc là, il y a vraiment un problème intellectuel compliqué, mais qui n'est pas seulement intellectuel, évidemment. Deuxième aspect, c'est que l'idée, c'est c'est le soutien à Israël, les Juifs soutiennent Israël, donc ça développe l'antisémitisme. Donc quelque part, c'est l'idée que les Juifs sont un peu coupables de l'antisémitisme, ce qui évidemment est un problème. Troisième aspect, c'est la droite qui parle de l'antisémitisme. Alors évidemment, comme la gauche n'en parlait pas, la droite s'est mise à en parler. La droite, notamment, elle a beaucoup utilisé ça, jusqu'à l'extrême droite. Hein. Marine Le Pen, rappelez-vous de Marine Le Pen, en 2006. Alors le père, c'est différent. Le père, ça lui plaisait pas trop, ça, les manifs de soutien aux Juifs. Mais Marine Le Pen, en 2006, au moment de l'affaire Halimi, elle dit vous savez, les Juifs, le principal problème pour vous, c'est les musulmans, etc., etc. Donc la droite, évidemment, a utilisé ça. Et puis, dernière chose, et ça a été très important, ça a été un peu dit ce matin, cette idée absolument absurde que l'antisémitisme avait été remplacé par l'islamophobie. Idée absurde, évidemment, il y a... le terme islamophobie ne me gêne pas, évidemment qu'il y a une haine des musulmans qui existe dans ce pays, tout individu de gauche en est évidemment convaincu, mais pourquoi ne pourrait-il pas y avoir à la fois une haine des musulmans et une haine des juifs? C'est totalement absurde. Et cette idée que l'antisémitisme a été remplacé par l'islamophobie laisse entendre que finalement, il n'y a pas grand-chose à voir sur le plan de l'antisémitisme. Et ceci est couplé avec l'autre idée, c'est que le racisme, c'est les discriminations. Donc comme les juifs ne sont... On peut considérer qu'aujourd'hui, quand on est juif, on est rarement contrôlé en tant que juif par la police. Ça, évidemment. Mais ça n'empêche que l'antisémitisme existe. Christian a expliqué qu'il en avait été victime. Moi, dans mon livre, je raconte des choses très... Je ne vous le dis pas maintenant, sinon vous ne l'achèterez pas, mais j'ai été victime de ça aussi, hein, bien évidemment, quand j'étais prof en Seine-Saint-Denis, etc. Donc voilà, donc la gauche radicale, dans ces années-là, a été aux abonnés absents. Ça semble évoluer un petit peu, mais c'est lent et c'est compliqué. Et puis, il faut le dire, personne ne l'a dit encore, mais je crois que M. Rabin l'a un petit peu évoqué, j'ai l'impression, il y a aussi, ces dernières années, les dérives du principal représentant de la gauche. Le fait que Jean-Luc Mélenchon... Alors, dans mon livre, j'en ai noté 5 ou 6 dérives, et j'ai lu un article où j'en avais oublié quelques-unes. Par exemple, interrogé en 2020 à BFM TV sur le Christ, il y répond, cette phrase extraordinaire, ce sont ses propres compatriotes qui l'ont mis sur la croix. Ce qui veut dire les Juifs ont tué le Christ. Que le principal dirigeant de la gauche dans ce pays, quelqu'un de brillant d'ailleurs, que le principal dirigeant de la gauche dans ce pays puisse dire ce genre de choses est absolument extraordinaire et extrêmement, extrêmement dangereux. D'autres choses, hein, pas le temps de développer là, il faudrait un exposé entier là-dessus, mais ça joue évidemment. Alors, bon, là j'ai parlé de la gauche radicale, mais il n'y a pas que la gauche radicale hein, qui, dans l'histoire, a été un petit peu confuse sur la question de l'antisémitisme. Et je voudrais venir un petit peu au temps long, pas trop long quand même. Hein. Le temps long pour la gauche, c'est la Révolution française. Hein. Alors, bon, on a dit plusieurs fois dans la matinée, on a parlé du socialisme des imbéciles, etc., avec à la fin du 19e siècle, un certain nombre de penseurs, et puis dans le mouvement ouvrier, l'idée que les Juifs, c'est l'argent, etc. Et de ce point de vue-là, Karl Marx a une responsabilité tout à fait écrasante, hein. Sans parler de Proudhon. Vous savez que Proudhon explique qu'à un moment donné, il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Hein. Or, Proudhon a joué un rôle très important dans l'histoire du mouvement ouvrier français. Mais si on prend 3 moments importants pour les Juifs et la lutte contre l'antisémitisme et l'attitude de la gauche, on verra que ce n'est pas si simple quand même, Christian, le fait que la gauche ait toujours été, etc. Parce que la Révolution française,
c'est la gauche, et la gauche émancipe les juifs. Et les juifs, comme les protestants, lui en sont très reconnaissants, ils lui sont très attachés. Mais la gauche dans la Révolution française, alors bon, vous connaissez l'abbé Grégoire, etc., la gauche soutient plutôt, Robespierre soutient l'émancipation des juifs, mais il y a des montagnards qui sont contre, parce qu'il y a des émeutes en Alsace, et parce que, contre les juifs, et parce que, eh ben voilà, on hésite à s'opposer à l'antisémitisme. Et puis le deuxième moment, alors là c'est encore plus net, c'est l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus, il y a la personnalité extraordinaire de Jaurès, hein, et il finit par prendre le parti de Dreyfus avec cette formule extraordinaire que je cite dans mon livre, mais j'ai plus, en disant Dreyfus, même s'il est un capitaine, par le fait qu'il soit opprimé par l'antisémitisme, il se situe au niveau des opprimés, donc au niveau du prolétariat, etc. Mais avant cela, Jaurès, dans les débuts de l'affaire Dreyfus, n'est pas du tout Dreyfusard. Il considère même qu'il aurait fallu condamner Dreyfus plus gravement à la peine de mort, etc. Et puis il évolue. Et puis il y a toute une partie du mouvement ouvrier français qui ne veut pas soutenir Dreyfus. Et finalement, il y a quand même un soutien à Dreyfus de la gauche. Et la gauche apparaît comme derrière Dreyfus. Et puis la Seconde Guerre mondiale. Alors la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il y a la MOI et les héros de la main-d'œuvre immigrée, les communistes juifs, etc. Bon, personnellement, mes parents ont eu des fausses cartes par des militants communistes, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a aussi, de la part de la résistance, beaucoup d'hésitation à s'occuper de la question des juifs. Hein. Il y a un excellent livre que je vous conseille, enfin, il faut d'abord lire le mien, mais il y a un excellent livre que je vous conseille, c'est celui de Renée Posnanski. Renée Posnanski, qui est une historienne, qui a écrit un livre qui s'appelle « La résistance et le problème juif », entre guillemets, et elle explique que la résistance, y compris la gauche, par exemple, au moment du statut des Juifs, elle n'intervient pas trop là-dessus. Hein. Et en 1942, il y a un moment des rafles où là, tout le monde intervient, y compris les évêques, les archevêques, etc. Mais ensuite, à nouveau, on ne s'occupe plus tellement de ça. Et en 1943, quand il y a le STO, si vous regardez les journaux de la gauche ou de l'extrême gauche, eh ben, quand le mot déportation est utilisé, il est utilisé pour le STO. Bon. Robert ? S'il faut terminer là. Bon, je vais presque terminer. J'ai terminé. Alors, je termine par le que faire. Donc, j'avais dit que ça serait plus court, donc je termine. Alors, à mon avis, l'idée, c'est d'une part comprendre la complexité de l'antisémitisme. Hein, Christian l'a bien dit. Hein, c'est un antisémitisme complexe, c'est un racisme complexe. Séparer très nettement tout ce qui concerne la question d'Israël de la question de l'antisémitisme. Hein. Moi, je dois présenter mon livre dans un collectif de gauche citoyen. Je leur ai proposé la présentation de mon livre. Ils m'ont parlé tout le temps des Palestiniens. Je leur ai dit, mais ce n'est pas le sujet de mon livre. Donc là, il y a un problème. Hein. Il faut séparer ça très nettement. Et puis prendre en compte l'ampleur de l'antisémitisme. Et je terminerai avec un moment historique, une anecdote historique, entre guillemets. C'est plus qu'une anecdote. Au moment de l'affaire Dreyfus, à la fin de l'affaire Dreyfus, au moment où la République a été menacée, au moment de l'affaire Dreyfus, en novembre 1899, il y a une grande manifestation de la gauche pour la République. Et dans cette manifestation, au bout de peu de temps, les gens spontanément se mettent à crier « Vive Dreyfus !» Et ça, c'est très symbolique. Et la gauche gagne les élections suivantes. Donc je crois qu'on a compris ce qu'il fallait faire. Donc Aminata, à ton tour de te prêter à l'exercice. Merci à toi. Merci beaucoup Nadine, bonjour à toutes et tous. Je voudrais à mon tour remercier le sénateur Guy Benaroche d'accueillir et de parrainer cette conférence. Et un grand merci également donc, au groupe de travail lutte contre l'antisémitisme de LV d'avoir organisé cette conférence de très haut niveau. Et je voudrais tout singulièrement saluer Nadine Errati, présidente du Conseil fédéral de LV, qui est de notre Parlement, et Grégory Gutiérrez, co-responsable du groupe de travail. Il est extrêmement important pour la direction du parti de pouvoir avancer et progresser dans la lutte contre l'antisémitisme et surtout d'afficher
et de rendre visible sa volonté politique de lutter contre l'antisémitisme, quelles que soient ses formes, et contre toutes les discriminations. On ne peut pas être indifférent aux chiffres qu'on a eu ce matin, au vécu majoritaire des Juifs de France, et face à ces agressions de plus en plus croissantes, de plus en plus violentes, allant jusqu'au meurtre, on ne peut pas rester indifférent. Et cette journée, elle est extrêmement importante, fondamentale, et je remercie tous les panélistes de la journée d'avoir répondu à cette invitation, en passant outre d'éventuelles différences de point de vue ou de positionnement que nous pourrions avoir. Et je vous dis cela parce que, je le crois, nous sommes toutes et tous ici présents, que ce soit à la tribune ou dans l'assistance, fermement mobilisés contre toute forme d'antisémitisme. Ah, pardon, légèrement plus près du micro. Excusez-moi. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborde cette table ronde aujourd'hui en tant que responsable politique, non experte du sujet, qui a beaucoup et énormément appris ce matin, et qui en même temps a une responsabilité. Et je conçois totalement les attentes fortes et légitimes, exigeantes des Françaises et des Français vis-à-vis de notre parti. Et je suis une responsable politique qui se pose des questions sur son positionnement, s'il est juste, s'il est pertinent, notamment dans le choix des mots, notamment en tant que porte-parole. Et je suis extrêmement challengée là-dessus, et je ne suis pas infaillible non plus. Et je suis aussi une citoyenne qui a une sensibilité accrue sur les questions de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, négrophobie, islamophobie ou antiracisme, enfin, racisme anti-musulman, terminologie qui suscite aussi des remous, qui pose également d'autres questions sur ces divers ressorts. Et la question qui nous est posée sur cette table ronde, elle est extrêmement difficile à recevoir à gauche, et en particulier à l'écologie politique, parce que de prime abord, il nous paraît, à moi, et en tout cas de prime abord, il m'a paru inconcevable de dire de l'antisémitisme à gauche, c'est pas possible, c'est contraire avec notre charte de valeurs, c'est contraire avec l'ADN écologiste, et donc c'est une question qui de prime abord suscite le rejet. Non, c'est impossible chez nous. Et il est vrai que notre ligne politique, en tout cas, ne l'admet pas, ne le tolère pas. C'est considéré comme un acquis. Et du coup, la question que ça pose également, est-ce que le fait de considérer que c'était un acquis, voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit plus jamais ça, etc., et que c'était terminé, voilà, est-ce que du coup, ce n'est pas devenu un impensé? Est-ce qu'on manque de réactivité face à des situations et des actes antisémites? Y a-t-il un impensé de notre part sur de nouvelles formes d'expression de l'antisémitisme, et au-delà et est-ce qu'il s'exprime au-delà, de manière structurée, au-delà d'engagements individuels, locaux, épisodiques que nous pouvons avoir de manière éparse? Est-ce qu'on est assez présent sur la question de la lutte contre l'antisémitisme? Et force est de constater qu'au moment, en tout cas, de la création du groupe de travail, il y a 2 ans, donc c'est récent, ça pose aussi question que ce qu'il n'est que 2 ans, ce groupe de travail, qui a été voté à l'unanimité, moins 4 abstentions, ça pose aussi des questions. Pourquoi ces 4 abstentions? Qu'est-ce qui a été moteur dans ces 4 abstentions? Mais en tout cas, il y a quand même une unanimité, ce qui est aussi rassurant en même temps. En tout cas, il nous a paru collectivement nécessaire qu'ELV prenne clairement une position forte contre un antisémitisme latent qui traverse et continue de traverser l'entièreté de la société française, parce que peut-être qu'on peut admettre que, même si ce n'est pas dans notre ADN, on n'est pas à l'abri d'être gangréné en quelque sorte, si je puis dire ça, et on doit travailler en tout cas. Il nous est arrivé d'ailleurs d'exclure un ou une militant pour avoir tenu des propos déviants sur des propos qu'on pouvait totalement qualifier d'antisémites. Ça nous est déjà arrivé, donc c'est bien qu'on n'est pas à l'abri. Et voilà, et nous n'avons pas le droit de ne pas travailler à nous prémunir plus avant de cela. Ça ne peut pas être en tout cas un impensé quand on prétend diriger ce pays. Et nous avons souhaité du coup prendre le sujet à bras-le-corps, et les travaux du groupe de travail et cette journée où on entend des choses qui ne nous font pas toujours plaisir, a vocation en tout cas à améliorer notre connaissance, à adapter
de manière efficace notre réponse, notre discours et je dirais même notre riposte face à des actes et des propos antisémites. Et en interne, le principal risque que je vois en tant que porte-parole et ce qui me challenge le plus, c'est effectivement notre façon d'adresser le conflit israélo-palestinien et aussi de voir aussi comment on renvoie dos à dos la haine des Juifs et la haine des musulmans. Notre parti, en tout cas, sur la question israélo-palestinienne, prône depuis toujours une solution à deux États, une réponse pacifique. Donc ça renvoie à la question du sionisme aussi, dont on maîtrise aussi mal. Il y a un vrai besoin de formation. Et si c'est le droit d'un peuple à avoir un État, je pense qu'il n'y a pas de difficulté chez Robert Kojever. Et est-ce que si on le conçoit comme la domination d'un peuple sur un autre, là on risque d'avoir beaucoup plus de difficultés. Mais je pense que c'est aussi un concept qu'on maîtrise mal et qui est employé peut-être de manière hasardeuse en n'y mettant pas nécessairement les mêmes choses derrière. Après, on est aussi un parti qui a toujours condamné toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, et qui défend aussi la liberté d'expression de toutes et tous, telle que prévue, en tout cas dans les cadres de la loi de 1881, avec ses limites sur les propos racistes, etc. Et donc, je ne vais pas parler de ça là aujourd'hui, mais voilà, c'est vrai que, je viens de le faire. Est-ce qu'on peut condamner la politique conduite en ce moment même par un gouvernement à l'endroit d'une population et en même temps considérer qu'on est fermement engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. Parfois, on considère, en tout cas, ça m'est arrivé qu'on me reproche d'être antisémite parce que j'ai défendu la liberté d'expression de certaines personnes. Après, j'entends parfaitement que j'ai pas une expression parfaite et qui peut heurter parfois. Mon refuge en général, c'est le droit, mais c'est vrai que c'est aussi le droit dans un écosystème et je sais qu'on doit être attentif de la manière dont les mots qu'on emploie peuvent être reçus et qu'on doit être très attentif à ça, au fait que les mots peuvent heurter et qu'ils ont un sens. Et en tout cas, vous dire que on a souhaité en tout cas que cette journée ait lieu, que ce groupe de travail existe pour nous renforcer dans notre positionnement et aussi être plus efficace dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et qu'il y a un besoin d'acculturation aux enjeux et que le travail de ce groupe de travail et cette journée y participe, de former effectivement les militants. Ça a été dit, être clair sur les constats, la riposte et ce combat fondamental peut nous réunir et nous permettre de dialoguer de manière constructive. Et moi, j'avais un peu peur aujourd'hui, je me demandais comment ça se passerait, mais j'ai été rassurée, agréablement surprise et la capacité de dialoguer les uns et les unes avec les autres va nous permettre en tout cas d'affiner notre positionnement et d'avoir une vraie stratégie pensée. Et c'est un enjeu aussi pour nous, je veux dire, on subit, y compris, on fait l'objet d'attaques antisémites, certains de nos militants le font, des groupes sur Telegram naissent où on attaque pêle-mêle les militants écologistes, les personnes juives, des sites internet nous parodient avec des propos antisémites, etc., qu'on condamne publiquement à chaque fois qu'on le peut, quand on en a l'énergie, les moyens, les ressources possibles, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources, mine de rien, on a une visibilité relative, mais en tout cas, on n'a pas énormément de ressources, mais en tout cas, le peu de ressources qu'on a, on essaye de s'employer à condamner publiquement et on fait des procès régulièrement. Et on doit s'exprimer publiquement à chaque fois qu'il se passe quelque chose et le dénoncer plus systématiquement et se réunir dans la rue, sortir dans la rue plus systématiquement. Et pour conclure, je dirais que des journées comme celle d'aujourd'hui où on s'écoute avec bienveillance et de manière constructive nous permettent d'avancer et ce n'est que le début.
Un grand merci Aminata. Je sais que cette journée est challengeante pour tout le monde parce que se remettre en question, c'est jamais évident. Et je pense que même les instances, dans leur toute puissance, qui sont présentes, je pense au CRIF, qui est 70 associations, l'UEJF, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, la JC. En fait, savait également quel pas il faut faire, je signale à ce titre que pour ce qui est des écologistes, on est en plein état généraux de l'écologie politique. Donc on souhaite, avec cette crise, faire un peu ce que tu disais, Christian, tout à l'heure. En fait, il faut absolument que nos combats s'élargissent, que notre pensée pénètre davantage et que les personnes qui ne connaissent pas le travail qui est fait viennent enrichir, pas forcément en étant des adhérents, mais en tout cas en nous apportant leurs préoccupations. Donc en fait, cette journée, elle s'inscrit aussi dans ce pas de côté, quelque part, de voir comment on n'est pas dans un tunnel, dans des silos, mais on regarde à côté, on se crée les opportunités d'élargir les champs de dialogue, de discussion, de construction. Et en fait, je savais, en appelant Elisabeth, Aminata, Guy, Eva, Yannick, que en fait c'est exactement ce qu'ils souhaitent. Et je sais que là où j'ai pas été surprise du tout, mais en tout cas j'ai été très heureuse que toutes les personnes, Christian, Émile, le RAR avec tous ses correspondants, le CRIF, etc., aient eu exactement le même enthousiasme, la même appréhension, mais qui était justifiée par l'absence très très longue de discussion. Et c'est ce que a dit Guy ce matin dans son discours, qui se vérifie un petit peu. Il y a des murs qui tombent. Donc voilà, c'est l'espoir que crée en tout cas cette journée. Avant que je donne la parole à notre députée parisienne de la 8e circonscription, mais merci beaucoup Eva. Merci Nadine. Tu l'as dit, je suis députée écologiste de Paris. Moi, je ne suis pas sachante sur le sujet comme les intervenants qui m'ont précédée, mais je tenais vraiment à être là pour montrer l'engagement qu'ont les écologistes contre l'antisémitisme. Et je voudrais tout de suite aborder la question qui nous est posée ici dans cette table ronde. Y a-t-il un antisémitisme à gauche et parmi les écologistes ? À mon sens, il faut éviter deux écueils. L'un qui consisterait à penser que la gauche et l'écologie sont épargnés par l'antisémitisme, mais l'autre aussi qui consisterait à penser que l'écologie et la gauche sont plus concernées que d'autres formations politiques par les idées antisémites. Alors, premier aspect, oui, c'est vrai, il faut affronter le problème, ça a été dit à plusieurs reprises, briser des tabous, comme vous l'avez dit. La gauche n'est pas épargnée par les idées antisémites. Il y a une nécessité d'alerter et de former au décryptage des discours antisémites, parce qu'on peut parfois malgré soi, parfois de façon consciente, véhiculer des images qui, lorsqu'elles sont maintes fois répétées, sont antisémites. Et je pense par exemple aux attaques qui sont répétées sur le président Macron, sur son parcours à la banque Rothschild, qui est évidemment en sous-jacent un propos antisémite. Certaines caricatures aussi qui sont intolérables, comme celle du mythe de juif financier, avec la caricature d'Emmanuel Macron en marionnette d'Attali, dont les traits avaient été forcés, évidemment, pour révéler des caractéristiques dites de l'ethnie juive. Ces images et ces propos, évidemment, nous les condamnons avec la plus grande fermeté. Nous sommes également vigilants sur les slogans antisémites qui peuvent parfois fleurir en marge de certaines manifestations pour les droits des Palestiniens. Ça a été le cas récemment à Bruxelles, donc nous sommes également attentifs à ça. Et évidemment, nous les condamnons là aussi avec la plus grande fermeté. Et je voudrais ici rendre vraiment hommage à mon tour, comme tous les précédents intervenants, à l'action qu'a entreprise le groupe de travail antisémitisme au sein de ELV pour décrypter peut-être justement et dévoiler tous ces sous-jacents qui ne sont pas toujours évidents et qui permettront demain, peut-être avec ces formations aux militants, d'être attentifs et plus vigilants par rapport à tous ces propos qui véhiculent en fait l'antisémitisme.
Vous l'avez dit, il y a eu la création du groupe de travail. Moi, je pense aussi à la charte sur l'antisémitisme que nous, députés, nous avons signée. Enfin, candidats à l'époque, mais députés aujourd'hui pour certains d'entre eux. Et puis l'atelier que vous avez organisé sur le sujet, aussi aux journées d'été, qui a été fortement remarqué. Le groupe de travail s'est justement constitué pour avoir cette particulière vigilance sur les imaginaires antisémites qui viennent se loger dans les propos, y compris à gauche et chez les écologistes. Et je pense que ça montre l'importance que nous donnons au décryptage de ces propos antisémites. Mais comme je disais en introduction, à l'inverse, moi je ne voudrais pas laisser penser que la gauche et l'écologie sont le creuset d'idées antisémites plus que d'autres formations politiques. Les chiffres montrent plutôt le contraire, même si les études peuvent toujours être controversées. Mais par exemple, dans la radiographie de l'antisémitisme de janvier 2022, une des questions portait sur l'affirmation antisémite selon laquelle les juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance. Alors oui, il y a certes 33% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017 qui adhèrent à cette affirmation. C'est beaucoup. Mais c'est 39% chez les électeurs de Marine Le Pen, et le score le plus faible, c'est les électeurs de Benoît Hamon, puisque c'était le candidat des écologistes et de la gauche à ce moment-là, avec 18%, et c'est moins que chez les électeurs de François Fillon, et moins que chez les électeurs d'Emmanuel Macron. Donc je voudrais quand même un peu parfois remettre l'église au milieu du village. On peut pas... ou la synagogue. La synagogue, en l'occurrence. Et j'ajoute d'ailleurs qu'en plus, ce n'est pas parce qu'il y a des sympathisants ou des électeurs qui tiennent des propos antisémites que les responsables sont antisémites. Il faudrait quand même bien séparer les deux. Autre enquête, l'enquête Ipsos de 2021, si on prend tous ceux qui pourraient être classés comme antisémites, forts, modérés ou latents, c'est vraiment une exception très large de l'antisémitisme, il y a 22% chez les électeurs de la France insoumise, 20% chez ceux de LV, mais 27% chez les sympathisants d'En Marche, et évidemment les deux partis qui arrivent en tête, c'est le MRC et le Rassemblement national. Pour rappeler aussi que l'antisémitisme, c'est quand même peut-être avant tout plus fort à l'extrême droite, que aussi on ne se trompe pas de combat. Moi, je ne suis pas étonnée par ces chiffres parce que ça fait partie du combat des écologistes et du projet de société écologiste d'être dans une société inclusive qui ne laisse personne de côté, une société où chacun est respecté, chacun est libre de devenir aussi ce qu'il souhaite. Donc moi, je n'ai pas été étonnée par le fait que les sympathisants ou les électeurs écologistes n'étaient pas parmi les plus antisémites. Néanmoins, il reste effectivement dans ces chiffres, il y a environ 15%, on va dire, des électeurs de LV qui peuvent être considérés comme antisémites, et c'est déjà beaucoup trop. Donc c'est ça aussi qu'il faut traiter. Dernière chose, et ça j'y tiens, nous traquons les amalgames à gauche, mais nous ne devons pas non plus, nous, subir des amalgames et des accusations d'antisémitisme infondées. Or, je le dis, ça a parfois été le cas, notamment pour des maires écologistes, alors même que nous sommes clairement engagés dans la lutte contre l'antisémitisme et que nous reconnaissons bien sûr l'État d'Israël, et qu'en définitive, il serait bien difficile à nos contradicteurs de trouver des propos antisémites dans la bouche de l'un de nos maires écologistes. Nous subissons, en fait, je trouve, moi, une situation qui est très conflictuelle et extrêmement crispée, qui conduit à des procès d'intention. Et bien sûr, il y a des instrumentalisations à des fins électorales. Il ne faut pas non plus être dupe de cette utilisation-là. Pour nous, comme pour d'autres partis de gauche, moi, je voudrais citer quand même, on a atteint un sommet quand, entre les deux tours des législatives, Amélie de Montchalin, la députée Renaissance, a accusé de soumission à des idées antisémites son adversaire législatif, Jérôme Guedj, alors qu'il est évidemment lui-même de confession juive et qu'il a lui-même créé le prix Ilan Halimi en hommage à ce jeune homme juif tué par le gang des barbares en 2006. Donc, pour voir que parfois, il y a quand même une instrumentalisation aussi de ces accusations d'antisémitisme à laquelle, je pense, il ne faut pas se soumettre non plus. Faire notre critique, oui, mais ne pas non plus donner prise
à une instrumentalisation qui ne me paraît pas justifiée parce que je nous connais depuis 22 ans et je ne pense pas qu'on puisse dire que nous, autant on n'est pas exempt et on ne peut pas être épargné par le phénomène des propos antisémites, autant il faut dire quand même que cette vigilance-là qui s'est matérialisée par le groupe de travail, elle a quand même toujours existé chez les écologistes. Je l'ai dit en introduction, je n'ai pas un engagement de longue date sur les questions d'antisémitisme. Chacun le sait peut-être ici, je suis plutôt spécialiste des questions de finances publiques et de droit du travail, donc on est quand même assez loin du sujet. Mais j'ai tenu à être vice-présidente du groupe d'études à l'Assemblée nationale sur l'antisémitisme, un peu par respect pour mon histoire familiale et surtout pour dire qu'on peut défendre les droits et les libertés des Palestiniens et être pleinement engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. Car moi, j'avais trouvé aucun espace, en fait, pour allier ces deux engagements qui sont, en tout cas, chers à mon cœur. Et moi, je voudrais que l'écologie, peut-être comme le Parti communiste, puisque tu l'as évoqué, Christian, de la même façon, on peut allier ces deux luttes qui ne me paraissent absolument pas contradictoires et réaffirmer à la fois notre engagement plein dans la lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes et le respect des droits du peuple palestinien. Moi, je crois qu'il faudrait que nous soyons les promoteurs de la paix et du dialogue. Finalement, nous l'avons toujours été. Je pense que c'est le sens de cette table ronde et de sa composition. Un dialogue dont je constate qu'il est de plus en plus difficile et de plus en plus tendu. Et je pense qu'on aura contribué, j'espère, en tout cas un peu aujourd'hui, à décrisper un petit peu le débat, si c'est possible, et avoir peut-être un débat plus apaisé sur ces questions. En tout cas, je crois que tout le monde a ressenti ce moment comme important et nécessaire, et puis ce n'est que le début d'un travail long qui va nous occuper. Merci. Alors, on est en retard d'une demi-heure, mais c'était prévisible. L'intention, juste sur la question de est-ce que les écologistes portent en leur sein une idéologie antisémite, la réponse est clairement moins que beaucoup d'autres. Et ce matin, Nona Meyer, comme Anne-Sophie Seban-Bécache, comme Juliette Veil l'ont bien dit, elles ont été enregistrées d'ailleurs. La question, elle est plus le décryptage, c'est-à-dire que nous sommes aux premières loges des problèmes de, comme l'a dit Aminata, de discrimination, d'antisémitisme et d'antiracisme. Le sujet, c'est la visibilité, et le sujet aussi, c'est que nous savons pertinemment que la gauche écologiste pourra se fédérer et donner un nouvel espoir, comme tu le disais tout à l'heure, Christian et Robert, mais à condition de s'unir et de travailler ensemble, et nous devons être des partenaires exigeants sur les sujets qui nous sont chers, de discrimination, de non-discrimination vis-à-vis dans les questions de genre, dans les questions de violence sexuelle, dans les questions que nous portons beaucoup, mais celui-ci, nous ne devons céder à aucune facilité par rapport à ce qui nous est chevillé au corps, à nos valeurs, et donc le fait d'identifier chez nos partenaires des discours qui ne sont pas les nôtres doit nous amener également à donner nos conditions pour travailler ensemble. Et c'est ce sujet-là qui est au cœur du groupe de travail. Et bien sûr, ce n'est pas du tout une auto-flagellation, mais au contraire une vue vers l'extérieur. Merci. Alors, si je pense que 2 questions maximum. Je suis désolée parce qu'il faut aller sur la table suivante. Qui ça? Alors, ah oui. Je vais avoir du mal parce qu'il va. Vu l'heure, il faut. Alors, pas des interventions, si vous voulez bien. Je vois que tu avais déjà essayé de prendre la parole ce matin, au fond, le jeune homme. Excuse-moi, Jonas. Pardon, en plus on se connaît depuis les JDE, et puis une femme, et après, voilà, c'est des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de parler, donc je te donne la parole, Jonas. Ok, merci beaucoup pour vos interventions respectives. Moi, je voulais interroger la question ou l'affirmation que
que M. Piquet a eue en disant qu'il n'y avait pas un antisémitisme de gauche. Donc moi, je suis militant ELV, membre du GT, membre des Jeunes écologistes. Et je pense que depuis un certain temps, du moins de mon expérience militante, même si on a entendu ce matin que les clichés qu'on retrouvait étaient des clichés moyenâgeux, que c'est des choses qui étaient aussi utilisées à droite, etc., je pense qu'il y a quand même une nouvelle forme d'antisémitisme, ou du moins de nouvelles façons de l'exprimer, et que ça s'entend notamment à gauche avec certaines injonctions qu'on a en tant que militants juifs ou juives dans ces partis-là. Dans le sens où c'est pas quelque chose qui est politique et qui est exprimé vers l'extérieur, comme Eva a pu le rappeler, mais dans le sens où, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, pour y revenir, on a une injonction à s'exprimer plus que les autres, une injonction à être prudent quand on en parle, plus que les autres, et aussi une attente sur les questions d'antiracisme, comme quoi on devait être irréprochable sur tout le reste, et j'espère qu'on le sera bientôt toutes et tous, mais plus que les autres. Et du coup, moi je vous demande, dans vos parcours militants respectifs, et là où vous avez pu militer, que ce soit pour Emma, Émile, ou Aminata et M. Piquet, est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, ressenti ça, et vous aussi vu ça, qui serait pas de l'antisémitisme politique comme on peut l'entendre de façon très générale, mais des injonctions et finalement un arrière-plan qui est assez problématique? Alors, je vais donner une courte parole à Martine Cohen, et ensuite, peut-être pas tout le monde, mais si vous voulez bien choisir un ou deux répondants. Alors, merci Nadine. Je voulais dire que ça fait du bien d'entendre des juifs de gauche retrouver leur place au sein de la gauche, premièrement. Retrouver une écoute aussi au sein de la gauche. Ça fait beaucoup de bien. Mais autre chose, puisqu'on fait attention à bien dissocier et en même temps relier à la question de l'antisémitisme en France, la question du conflit israélo-palestinien, je voulais vous dire qu'il y a une autre tâche, vous donner une autre tâche, qui est de faire attention, d'être attentif, de donner de l'écho aux groupes, aux ONG israéliennes et palestiniennes qui travaillent ensemble, et pour sortir du dilemme entre il faut soutenir les uns ou les autres, et si on soutient les autres, on risque d'être accusé d'être anti-israélien. Donc soutenir ces associations, ces ONG qui travaillent ensemble, c'est capital. Et je vous signale que si ça vous intéresse, si vous n'avez rien à faire de plus ce soir, à partir de 19h, sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez suivre une cérémonie conjointe d'Israéliens et de Palestiniens de commémoration des morts, de tous les morts des guerres et des actes de terrorisme. Facebook ou YouTube. Voilà, je vous le signale, c'est une cérémonie qui existe depuis plus de 15 ans. Et la dernière fois où ça se passait, il y avait 200 000 personnes dans le monde qui étaient connectées. Merci beaucoup, Martine. Je ne sais pas si... Est-ce que j'ai été interpellé en vraiment 2 minutes, parce que je comprends bien qu'il y a un problème. Bien sûr qu'il y a une nouvelle situation. Bien sûr. On ne peut pas être indifférent au fait qu'aujourd'hui, une certaine porosité existe dans certaines franges de notre camp. Mais je dis bien certaines franges de notre camp. Parce que moi, je me méfie, je vous le dis très franchement, et j'incite vraiment tout le monde à faire très attention à ça. Je me méfie beaucoup de cette idée aujourd'hui qui est en vogue, selon laquelle l'antisémitisme est passé de l'extrême droite à la gauche. Ceux qui défendent ça sont directement les courants qui veulent asseoir la respectabilité de l'extrême droite, et ceux qui, aux franges de l'extrême droite, dans la droite traditionnelle, sont prêts quelque part à faire un pas de deux avec l'extrême droite. Donc, moi, je mets en garde ça. Autant il y a effectivement une relativisation dans notre camp, pas de tout notre camp, parce que quand même, quand il faut descendre dans la rue, quand il faut manifester, etc., nous y sommes. Nos gros bataillons y sont. En 2019, je me félicite par exemple que Fabien Roussel, avec Olivier Faure, ait pris l'initiative du grand rassemblement de la place de la République au moment où une campagne se menait absolument partout avec des tags sur les magasins juifs, etc. Je me félicite de ça. Et la gauche a répondu au rendez-vous. Donc on ne peut pas dire que la gauche tout entière, Eva le disait, mais je le partage, la gauche tout entière a sombré
dans quelque part une complaisance avec l'antisémitisme. Mais il est vrai que pour toutes les raisons que j'ai indiquées, il y a une relativisation de la part de certains secteurs ou de certains intellectuels, une certaine relativisation de la place, de la portée et de l'ampleur du phénomène antisémite toujours aujourd'hui. Et à cause de ça, il faut que nous soyons armés pour reprendre l'offensive et de dire que la lutte contre tous les racismes n'implique aucunement d'oublier que des juifs sont toujours accusés parce que juifs, voire tués parce que juifs. Et de la même manière, nous devons être capables de dire que notre combat pour le droit des Palestiniens n'est pas un combat simplement contre l'État d'Israël, contre sa direction, c'est un combat pour le droit. Et c'est un combat pour les deux peuples. Ça nous appartient de mener cette contre-offensive idéologique. Merci Christian. Je peux Non, c'est parfait. Robert voulait intervenir. Rapidement, mais d'une part, l'idée c'est l'antisémitisme à gauche et pas de gauche. L'antisémitisme ne peut pas être de gauche. Il est à gauche, comme l'a écrit dans un excellent livre Michel Dreyfus, mais il a toujours existé à gauche, hein, on l'a dit tout à l'heure. Et ces dernières années, le problème qui s'est posé, alors c'est vrai, Christian, il y a la manifestation de 2019, mais en 2006, au moment de l'assassinat d'Ilan Halimi, je crois que c'est dans Libération qu'il y a eu un article disant les Juifs ont manifesté seuls, la gauche n'était pas présente. L'extrême gauche avait dit on n'y va pas, et la gauche n'était pas vraiment présente. Hein. Donc il y a vraiment un problème. Et je crois que si aujourd'hui on se félicite tous et toutes de cette journée extraordinaire, c'est qu'il y a eu un problème ces dernières années. Parce que sinon, on ne serait pas là à dire « Oh, c'est formidable, maintenant on en parle, etc. » C'est qu'il y a eu un problème. Et le problème réside aussi dans des questions, alors la question de la Palestine, on ne va pas y revenir, et des questions générationnelles et l'éloignement de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que une série de choses qui sont dites aujourd'hui, on ne les connaissait pas en 1970, ça c'est sûr. Et je voudrais terminer quand même, on n'a pas parlé d'un mouvement comme les Gilets jaunes, où il y a eu quand même des éléments d'antisémitisme que la gauche n'a pas voulu reconnaître. Et encore dernièrement, un responsable de la CGT de Marseille, c'est ceux qui veulent revenir à la Fédération syndicale mondiale qui soutient le régime iranien, hein, un responsable de la CGT de Marseille a parlé de Rothschild, etc. etc. Donc ces questions-là sont encore assez compliquées et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, le RAR propose à tous les partis de gauche en septembre un colloque sur la lutte contre l'antisémitisme et j'espère que vous y serez. On sera là. Donc, place à la dernière table. On est là. Merci beaucoup à toutes et tous.